Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de recevoir Jean-Marc Rochette ce soir. Donc, pour la parution de votre dernier ouvrage Au cœur de l'hiver, qui est votre premier récit, paru aux éditions Les Étages cette année. Donc, cette fois, c'est par la littérature que vous vous exprimez et que vous allez nous raconter une histoire, celle d'un hivernage. Au milieu du Covid, vous décidez, avec votre compagne Christine, de quitter Paris et de partir vous installer dans une maison située au cœur du hameau Les Étages et au cœur des Écrins. Et la particularité de ce hameau, c'est qu'il est coupé pendant l'hiver. La route n'est pas déneigée de novembre à mars. Et malgré cela, vous vous y installez pour l'hiver. Donc comme une fois de plus, c'est bien la montagne dont il s'agit. Et particulièrement, du coup, ce hameau perdu dans les Écrins. Donc la première question qui nous vient, c'est comment avez-vous rencontré ce lieu ? Bon, déjà, c'est la vallée du Vénéon. C'est-à-dire que c'est une vallée qui est au centre du massif des Écrins. Et quand j'étais très jeune, ma mère adorait cet endroit et on a passé toutes les vacances là-bas, quoi. Donc, je sais pas, de 13 ans à 20 ans, en gros. Puisqu'à 20 ans, j'ai eu un accident de montagne et je suis un peu sorti de la montagne, voilà. Et donc, j'ai toujours rêvé, à un moment, j'ai perdu cet endroit de vue parce que je suis parti à Paris, puis à Berlin, puis dans le sud, mais c'est toujours un endroit qui m'est bien resté dans la tête. Et puis, je suis retourné grimper, en fait, dans l'Oisans, parce que quand j'ai fait froide, je voulais regrimper parce que j'avais un peu oublié ce que c'était, donc j'ai commencé à grimper et je suis retourné toujours au même endroit. Et là, on m'a dit, tiens, il y a une maison qui est à vendre depuis 2-3 ans, personne n'en voulait, parce que c'était une maison un peu grande pour le lieu. Et puis c'est un endroit, par exemple, pour le commerce, c'est un peu difficile, parce qu'ils n'ont que 2 mois en gros, ça marche de juillet à août. C'est pas comme à Chamonix, hein, c'est plus restreint, et donc personne ne voulait investir dans un hôtel. Oui. Et donc c'est le dessin, c'est un peu compliqué parce que je devais l'acheter avec un compagnon de cordée parce que c'est grand, puis finalement il s'est désisté au dernier moment et finalement je l'ai acheté seul et je me suis retrouvé avec cette maison. C'était un peu une folie parce que à l'époque ça marchait doucement, c'était avant elle froide et puis j'ai acheté. Et puis voilà, et donc après j'ai fait des travaux et puis je me suis retrouvé avec cette maison, mais pas du tout pour passer l'hiver au départ. Parce que j'avais pas envie de m'enfermer avec Christine, avec ma compagne pendant 3 mois, quoi. Et puis il y a eu le Covid, on s'est dit tant qu'à être confiné, puisque ça a l'air d'être à la mode, moi ça m'a pas plu des masses de me faire confiner. Et donc je me suis dit, tant qu'à être confiné, on va être confiné par la nature et pas par... Et donc d'un seul coup, c'était devenu aussi un peu de genre, voilà. Et donc on a commencé à se dire qu'on allait y passer l'hiver, voilà. Et donc vous partez alors comment on se prépare à cette décision, à cet hivernage Déjà, il faut refaire la maison parce que c'était une maison qui avait été faite dans les années... D'abord, elle a été faite dans les années 1910 par un guide qui avait des clients. Alors, on m'a dit que c'était... parce qu'à l'époque, la Bérarde était un peu en concurrence avec Chamonix et Zermatt. Il n'y a plus de concurrence maintenant, mais à l'époque, dans les années 1850... Il y avait des sommets, il y avait tout ça, et donc c'était un endroit de villégiature pour les gens aisés. Et donc il dit on peut pas faire coucher ces gens dans ma grange, donc il avait construit une espèce de petit chalet en bois, quoi. Et puis après dans les années 30, ils ont fait une maison plus grande, quoi. Voilà. Et donc elle n'était pas du tout faite pour passer l'hiver, c'était juste pour les 2 mois d'été, et voilà. Donc il a fallu la mettre aux normes, c'est-à-dire mettre des doubles vitrages et tout. Donc ça a commencé surtout par des travaux, quoi. Comment on appelle ça, les planchers aussi, il a fallu les doubler parce que c'est assez grand, donc il y en avait 90 mètres en bas, donc bref, il y a eu tout un travail de remise en forme. Et puis après, l'idée, c'est que... c'est même pas l'idée, c'est qu'on ne peut pas redescendre. À partir du moment où la neige tombe, il y a 7 couloirs d'avalanche, il faut savoir. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les gens n'ouvrent pas, parce que ça serait dangereux pour le tourisme.
Et donc il faut être autonome au point de vue de la nourriture. Donc après il y a tout un travail de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on achète, comment on le met, etc. Donc, il y avait tout un travail de préparation en disant bon, parce que 3 mois c'est quand même long. Traversée de l'Atlantique, je crois que c'est 3 semaines. Là c'est plutôt la traversée du Pacifique, 3 mois quoi. Donc il faut remplir les cales quoi. Voilà. Et alors ça s'est doublé aussi, comme je raconte dans le livre, c'est qu'on a fait un jardin d'altitude. Enfin, on est rentré un peu dans un principe des paysans de montagne, enfin, sans avoir d'animaux, par exemple. Mais j'ai à peu près compris ce que pouvait donner la terre, comment ça marche, parce que, par exemple, ça doit être un peu comme ici, par exemple, quand tu plantes des pommes de terre, on les plante fin mai, là-bas. Et donc, tout est très court. Donc j'ai appris un peu de l'agriculture de montagne, c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce qui pousse et tout ça, quoi. C'était très intéressant. Et puis d'ailleurs, c'est aussi faire pousser, faire ce potager qui vous a permis aussi de vous connaître avec les voisins. Oui. Ouais. Alors parce que les étages, c'est un endroit, ils sont ensemble depuis la nuit des temps. Donc quand tu arrives, tu as beau être là depuis que tu es enfant et que tu connais tout le massif, quoi, mais tu es quand même un étranger, je sais pas. Je pense que c'est Savoyard multiplié par XXL parce que et donc au départ, soit ils sont sympas, mais ils se regardent un peu, voilà, quoi, quand est-ce qu'il va partir en gros, quoi. Et donc le fait que je fasse un potager, que je fasse pousser des pommes de terre, à mon voisin, ça lui a bien plu, quoi. Et donc il regardait mon truc, parce que au départ, il pense que ça va pousser, hein, Et puis, comme la terre était... Ça a bien marché, quoi. Et alors là, j'ai senti que... Enfin, 2, pas tous, hein, mais pour 2, ça allait, quoi. J'étais un peu... Apte. Ah ouais, j'étais apte. Ouais, c'était... Enfin, ça, je serais jamais vraiment apte. Hein, parce que là-haut, il y a quand même eux et nous, quoi. Ils ont raison, d'ailleurs. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Ils sont nombreux à habiter là-haut le reste du temps, enfin, à part l'hiver. Ah, en hiver, il n'y a personne. Non, mais à part l'hiver. À part l'hiver, ils sont peut-être 10, je sais pas. Attends, 1, 2, 3, 4. Enfin, des gens du pays, il y en a 1, ça c'est sûr. Il y en a 2, 3. Enfin, des durs à cuire, c'est ceux qui ont plus de 75 ans, quoi. Et donc là, il y en a 5 peut-être. Après, ça s'adoucit un peu, parce qu'il y en a qui sont moniteurs ski à Courchevel, donc bon là, mais les durs à cuire, il y en a 5, ouais. Et les durs à cuire, il y en a 1, quoi. Donc il y en a un qui est rive gauche, et moi je suis rive droite, quoi. Et je sens que ça passera jamais. C'est la vie. Malgré tout. Il est sympa. Et du coup, avec cette entrée dans l'hiver, comment on fait pour ne pas tomber dans une routine monotone ? Alors je pense que ça a à voir avec le travail qu'on fait. Christine, elle travaille sur ses livres, et moi à l'époque je travaillais sur la dernière reine. Ouais. Donc en fait on travaille beaucoup, quoi. Je pense que si on n'a rien à y faire particulier, ça paraît assez intenable. Il y avait un jeune qui était en dessus, qui a tenté l'expérience. Une année, ça s'est bien passé parce qu'il avait des travaux. La deuxième, ça s'est encore bien passé, il y avait des travaux. La troisième, j'ai compris que c'était fini, quoi. Il commençait à... Parce que 3 mois de solitude, au milieu des avalanches et tout ça, il y en avait un, il y avait Rémi Turc, pour ceux qui connaissent, qui tenait le coup là-haut. Il était né là, et puis il avait un esprit pour ça, quoi. Mais... je pense que c'est très dur parce que hors de la société, et puis nous on est un couple. Donc, mais de toute façon il y a toujours une routine. Il y a faire le feu, faire la nourriture. Les balades peuvent être très très restreintes en même temps parce que il y a des avalanches qui sont vraiment, quand on dit qu'il y a des avalanches, il y en a vraiment partout, quoi. Donc en fait, quand tu regardes et que c'est avalancheux, c'est vrai que tu as tendance à pas bouger. Et voir, quand c'est très avalancheux, il y en a même qui ne bougent pas de la maison, quoi. C'est parce qu'il peut y avoir du souffle et tout ça. Ce qui est curieux, c'est qu'il y ait des gens qui se soient installés là, en fait. Ça, c'est ma question, c'est pourquoi... enfin, moi, c'est un peu pourquoi j'y suis allé, mais pourquoi eux, ils y sont allés aussi, quoi. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même une vallée qui est très encaissée et qui est... Donc, ça reste un mystère, en fait, pourquoi des gens sont allés là-haut, quoi.
Et donc, justement, vous le dites, il y a l'avalanche, mais on est aussi donc, vraiment séparés du monde. Et donc, vous avez eu peur à un moment, justement. Est-ce qu'il y a eu une peur avant ou même pendant? Il n'y a pas de peur avant. Parce que j'avais un rapport un peu d'alpiniste ou de skieur, par exemple. Je me rappelle quand il y avait de la neige qui tombait, je trouvais ça sympa, je trouvais ça beau, quoi. Et puis après, pour ceux qui ont lu, il y a quand même une très très grosse avalanche. Et je me suis dit, putain, la vache, ici, la neige, ça rigole pas, quoi. On n'est pas du tout dans un rapport festif avec la neige, quoi. Donc il y a un respect quand même, un regard sur le lieu, quoi. Et alors la première année, j'avais pas peur. C'est sur la deuxième année, par exemple, où j'ai commencé à me dire. La deuxième année, je l'ai trouvé plus difficile en fait. Il y avait j'ai commencé à être plus dans un rapport attention, quoi. Attention, quoi. Oui, parce qu'il y a le risque avalanche, mais il y a aussi tous les autres risques, comme vous dites. Il y a aussi, en fait, au final, ce qui est dangereux, c'est presque le quotidien. Voilà. C'est-à-dire que tu réapprends. Enfin, s'il fait beau, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai eu une expérience. L'hélico, il est de Labérard, de la Tronche. En gros, il arrive en 15 minutes. Hein. Vous l'appelez, il traverse direct, quoi. Il se pose, il vous embarque. Mais par contre, quand il y a de la tempête. Et là, il va pas venir. Là, tu te retrouves un peu comme dans une situation de haute montagne, en fait. Donc, la haute montagne, tu vas là-bas. Mais par exemple, je prends l'exemple, on a du jambon cru, quoi. Et le jambon cru, il faut un couteau qui coupe. Et là, je fais super gaffe, quoi. C'est-à-dire que j'ai tendance à être bien prudent avec les mains. T'as pas envie La tempête, ça t'oblige on est bien, mais comme sur un bateau, en fait. Sauf que sur le bateau, je pense que c'est tout le temps, et là, c'est de temps en temps. C'est vraiment quand il y a le gros mauvais temps, quoi. Oui, justement, vous faites beaucoup d'analogies justement avec la mer, avec le bateau. Et donc là, est-ce que vous avez aussi des envies maritimes? Pas du tout. Ok. Non, là, je suis vraiment... non, pas du tout. Puis j'ai le mal de mer. Je suis allé une fois en Corse, ça m'a suffi, quoi. Non. Moi j'ai une autre question aussi, parce que donc vous avez dit que justement vous étiez à deux et c'est ça qui vous a permis de faire l'expérience aussi. Est-ce que vous seriez partie seule si Christine avait dit non? Non, si elle avait dit non, j'aurais dit non, mais moi je crois que je ne serais jamais parti. Je pense que c'est très très dur seul. Je m'imagine... très très dur. Quand elle part une semaine, je trouve que c'est le temps long, donc 3 semaines, c'est impossible, quoi. 3 semaines, qu'est-ce que je dis, 3 mois? 3 mois. Ah ouais, non, 3 mois, non. C'est pas du tout pour moi, quoi. Ou alors, faudrait que je sois, je sais pas que j'ai le choix. En cavale, il faudrait que c'est une question de se cacher, 3 mois. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi finalement un récit sur l'amour aussi, un peu cet hivernage, est-ce que c'est pas ça un peu le centre aussi? C'est totalement le centre, ouais. On a pris la 4 de couve pour ça. Et, si, c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire d'amour avec la montagne, parce que, comme je sais plus où je dis ça, c'est que moi j'ai vécu pendant 30 ans dans les villes et ça allait pas du tout en fait. Je me suis aperçu quand je suis en montagne, je vais bien mieux, quoi. Donc amour avec la nature, puis amour dans un couple. Enfin si, c'est une histoire d'amour et de beauté, quoi. C'est à peu près les deux. L'amour et la beauté, c'est les deux trucs qui me motivent un peu, comme tout le monde, je pense. Et du coup, comme dans toute histoire, il y a quand même des moments un peu difficiles aussi. Ouais. Et là, je pense justement avec la montagne, il y a quand même il y a un moment assez dur, justement. Vous parliez des avalanches avec un drame, avec quand même 2 personnes que vous croisez. Ouais, absolument. Qui s'en sortent pas. Mais personne n'aime prendre cette route. Même les grimpeurs, moi j'ai discuté avec Didier Minelli, ils n'aiment pas prendre cette route en hiver, quoi. Si t'es un alpiste, tu sais très bien que ça. Puis en plus, il n'y a pas que les avalanches, il y a les chutes de glaçons dans toute une partie. Donc c'est pas. Si on est bloqué, c'est pour des bonnes raisons. C'est que tu le fais, mais pas tout le temps, quoi. Et ce couple, c'était étonnant parce que c'était un couple adorable et qui, je trouvais qu'il le faisait trop souvent, quoi. Et je les trouvais vraiment tranquilles sur la route, quoi. À chaque fois, je les croisais beaucoup, quoi. Enfin, et puis voilà, quoi.
Pour ceux qui connaissent, c'est entre le premier tunnel et le paravalanche. C'est une zone qui, pour moi, et là cet hiver, on a encore eu un truc. Il y a eu, des blocs comme ça qui sont tombés sur 200 mètres, quoi. Donc quand on passait avec Christine, tu passes là, tu dis quand même, ah, vache, c'est sauvage, quoi, vraiment, quoi. Et surtout qu'il n'y a pas ils n'ont pas mis de filet, rien du tout, quoi. Et donc, voilà, et donc ça a été... Oui, c'est un des moments les plus pénibles. Mais ça s'est passé la première année. Après, d'ailleurs, comme on était là, les gens venaient un peu plus, en fait. Il y avait aussi le côté, comme depuis 62 personnes avaient habité cet endroit-là, comme il y avait des gens se sont dit, au travers, c'est tout ça, quoi. Et puis derrière ce drame, je sais qu'après, même... Thierry, qui est un gardien du parc, qui passait assez souvent, il passait plus. Hein. Ouais, moi j'ai un gros... Enfin, c'est un endroit que j'aime pas du tout, quoi. Et donc après, la question aussi, c'est comment on revient après 3 mois d'isolement, comment on revient à la vie? Est-ce que c'est dur? Ce qui est un peu pénible, c'est le jour où moi je vois arriver les machines, quoi. Parce que quand il y a de la neige, il n'y a que des traces d'animaux ou des traces de skieurs, et puis d'un seul coup, tu vois ces trucs, ça ouvre, puis après les gens arrivent, et puis rapidement derrière, tu as tous les skieurs de rando qui viennent, et donc tu te sens un peu, t'es plus la montagne t'apporte, elle n'est plus à toi, quoi, parce qu'il y a un moment, tu es seul au milieu du massif, c'est génial, quoi, il n'y a personne, quoi, Puis c'est ça qui est pénible, quoi. Puis les voisins arrivent, et puis tu sens que ça repart, mais ce qui est curieux, c'est la descente. Ce que j'explique, c'est que quand tu descends, et de ce coup, tu es quand même assez sidéré par la circulation, quoi. On oublie vite à quel point ça roule, quoi. Alors que c'est que bourdoisant, hein, mais même bourdoisant, tu trouves que c'est très... Ouais. Et puis voilà, et puis on se refait vite, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté un peu... Vous feriez plus long que 3 mois, si c'était possible. Lise. Ça dépend. Il y a des moments où d'un seul coup... alors cette année, ça a été particulièrement dur, parce que comme on avait lancé le livre et qu'il y avait des tas de choses qui se passaient, et professionnels, et nous, là, on était vraiment coincés, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup... je disais, on est coincé, quoi. C'est que tu peux rien faire. En plus, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, ils nous fermaient au 15 septembre, au 15 décembre, je veux dire. Et là, cette année, il y a eu des grosses chutes de neige, et on a été fermé au 25 novembre. Et on n'était pas prêts, c'était pas prêt, quoi. Christine, on avait ça qu'on devait vous envoyer, d'ailleurs, on devait envoyer ça à tous les libraires, et il y avait des caisses et tout, et impossible, quoi. Et puis, pas question qu'il déneige, quoi. Ils m'ont dit c'est fermé, donc on a fait venir un hélico, en fait, pour prendre les bouquins, surtout, pour les parce qu'il y avait quand même 500 ou 600 kilos de bouquins, donc c'était caravane, quoi. Et donc on a fait ça, puis après ils ont ouvert plus tard, 3 semaines après, ça s'est réouvert, parce que ça a été un hiver assez bizarre, hein. C'est-à-dire, il faisait froid, il faisait chaud, ça tombait, jusqu'à tomber, là il y a un froid de canard là-haut, donc on a trouvé ça un peu long, parce que c'était donc à peu près 25 novembre, et voilà, quoi. Ça rend très pragmatique d'habiter là-haut en même temps. Très poétique et très pragmatique. C'est un peu les deux, quoi. Et donc là, on parle du coup du livre matériel, mais sur le procédé d'écriture, vous avez fait des bandes dessinées. Ah oui. En quoi c'est différent? Comment ce qui s'est passé, c'est que La Dernière Reine, c'est un bouquin qui m'a séché, quoi. J'ai travaillé 3 ans dessus, puis je me suis dit, je suis arrivé au bout du processus, quoi. Et puis, je ne me voyais pas repartir sur une histoire et refaire 3 ans. Et puis, en plus, j'étais persuadé que je serais pas capable de tenir le niveau que j'avais eu là. J'allais décevoir les gens, quoi. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Et Christine m'a un petit peu convaincu d'écrire. Mais en fait, au départ, comme je l'ai déjà dit, j'étais dyslexique assez lourd.
C'est-à-dire confondre les lettres et tout. Donc, à mon époque, dans les années 60, quand c'était ça, l'écriture, c'était pas pour moi. Donc, il a vraiment fallu me motiver, quoi. Et je lui ai dit, si ça coule de source, je fais. Si j'ai le problème de la page blanche et que, comme dans Shining, j'écris la même chose, je fais pas. Et donc c'est sorti, et puis c'est parti. J'écrivais. Et j'ai trouvé ça, finalement, par rapport à la bande dessinée a un art très besogneux. Je prends un exemple simple. Si vous dites, dans un livre, Louis ouvra la porte, montait les escaliers, il rentra chez lui et il se servit une bière, par exemple. Ben, vous l'avez écrit, c'est bon, on a tous vu Louis marcher, monter les escaliers. En BD, tu le dessines, Louis. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, pour celui qui le lit, ça va bien, mais pour celui qui le dessine, c'est affreusement besogneux, quoi, quand même. Et donc, j'ai trouvé ça plus agréable, en fait, l'écriture. Vous avez quand même mis quelques petits... Dessins ? Oui. Ouais, mais là, c'est des dessins c'est le plaisir pour moi et le plaisir pour le lecteur. Et puis surtout, j'ai trouvé qu'on avait une profondeur psychologique dans l'écriture qui n'avait rien à voir avec une BD. On donne son opinion. Et alors, très curieusement, c'est même sur les descriptions je suis paysagiste, je suis un peintre aussi, et je me disais, quand même, la peinture, on peut pas faire mieux pour décrire. Mais en fait, je me suis aperçu que par les mots, on arrive à créer des paysages aussi. Paysages mentaux qui sont extrêmement agréables à faire. Mais il y a quand même quelque chose de bande dessinée dans mon travail. Je ne sais pas si vous l'avez lu, par exemple, les loups. Je décris une histoire avec des loups. En fait, Enfin, l'histoire, on était avec Christine, et d'un seul coup, on voit deux taches de sang. Enfin, bon, c'est tout blanc, hein, et on voit 2 grosses taches de sang, quoi. Enfin, rouges, quoi. Une rive gauche et une rive droite du Vénéon. Donc, on descend avec les skis, et puis c'était visiblement un chamois qui avait été massacré parce qu'on n'a rien retrouvé, quoi. Des poils et juste une mandibule. Plus de cornes, plus rien, quoi. Nettoyé. Et de l'autre côté, la même. Et pour moi, c'était un mystère. C'est un mystère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que si 2 chamois, ok, il y avait des loups, mais pour qu'ils en chopent 2, c'était énorme. Il n'y a pas quand même des meutes de 15 loups. Et c'est Jérémy Villette, le photographe que vous connaissez peut-être, il était là, je lui pose la question, et lui, il me trouve la solution tout de suite. Et il me dit, ah, mais c'était une mère et son petit. Donc, oui, où les loups ont chopé le petit et la mère est restée de l'autre côté du Vénéon à regarder le massacre, ou plus vraisemblablement, c'est la mère qui s'est fait massacrer, et donc on avait ces 2. Et donc là-dessus, j'ai raconté l'histoire. Donc, je l'ai imaginé, parce que moi, j'en ai rien assisté à rien, mais la littérature, c'est aussi d'imaginer. Donc, je commençais à imaginer ce qui s'était passé, quoi. Et c'est une anecdote, mais j'ai mon galeriste qui lit ça et qui me fait « Ah ben moi, j'aurais pas pu regarder ça jusqu'au bout. » Je lui ai dit « Ah ouais, j'ai bien réussi mon coup, là, parce que le mec, il avait décollé complet. » Et du coup, justement, vous dites que par rapport à la BD, donc vous avez mis combien de temps à l'écrire, si ça... Assez vite, tout l'hiver en fait. J'ai dû commencer quand tu étais à Brest, là. Donc j'ai dû commencer début décembre, moi je l'ai fini fin mars. Donc en 3 mois, j'avais écrit, quoi. Enfin, j'avais écrit le flow, on va dire. Et puis après, il y a eu, on a relu, puis il y a tout le travail de nettoyage, quand on nettoie un bronze, quand on enlève les déchets, quoi. Mais et on a viré un chapitre complet. Alors c'était marrant parce que je lis ce chapitre, puis je trouvais que ça allait pas, et je dis, il faut peut-être virer cette scène. Et puis il faut virer celle-ci aussi. Et puis au final, j'ai dit, mais c'est pas des scènes qu'il faut virer, c'est tout le truc, quoi. Et pourtant, c'était la plus longue, quoi. Et ça a été viré. En fait, l'histoire, c'est simple, c'est qu'il y a des gens qui sont venus pour faire, parce qu'en plein hiver, ils sont venus pour me voir, en fait. Et donc, c'était pour aller, on a fait la brèche de la Meige en ski. Il y avait, comment il s'appelle, celui qui était avec Marco Siffredi, là, le cinéaste, Lapierre. Et donc, il y avait des trucs rigolos, il s'est passé et puis, je me suis dit, mais ça coupe complètement le récit. C'est un couple qui est seul, et puis d'un seul coup,
Puis en plus, j'avais pris plutôt ça sur un ton humoristique, parce que bon, voilà, quoi. Donc j'ai tout viré, quoi. Je vous le dis, ça, j'aurais pas voulu le dire, mais c'est vrai qu'au milieu, ça tuait le récit, quoi. Et ça, c'est vous qui l'avez vu ou votre éditrice, Christine? Au départ, c'est plutôt moi qui ai décidé. Parce que c'est difficile pour une éditrice de dire à un auteur, bah tiens, on va en virer 25 pages, quoi. Parce qu'en fait, peut-être elle a été tactique, ouais, mais peut-être qu'elle savait déjà, mais c'est venu de moi, quoi. J'ai dit au bout d'un moment, mais on vire tout, quoi. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. C'est 10 fois mieux comme ça, quoi. Et est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer dans le roman, par exemple? Parce que là, on est dans du récit. Est-ce que une fois qu'on a goûté à l'écriture, on se dit, bah finalement, je suis capable de le c'est-à-dire que c'est du récit romanesque et ce qui m'intéresse, c'est j'ai pas envie de faire du roman comme j'ai fait en bande dessinée. Là, j'ai plein d'histoires en fait, mais je me dis non, j'ai pas envie de faire un roman de fiction. Je sais faire ça, quoi. Donc non, c'est plutôt des histoires sur la vraie vie, quoi, sur un peu ceux que j'aime, enfin Proust ou Céline, c'est des gens qui font jamais de roman en fait. Ils parlent de plus ou moins et je trouve que c'est pour moi c'est plus intéressant, quoi. Et donc effectivement j'ai un autre projet, quoi. Mais j'attendais de voir la réaction du public aussi, parce que pour être franc, autant bande dessinée, je sais ce que je fais. Donc sur la dernière haine, on m'aurait dit que c'est mauvais, ça m'aurait fait sourire. Mais là, on m'aurait dit que c'est mauvais, je l'aurais cru, quoi. Voilà. Donc le fait qu'il y ait un retour quand même qui est positif, ça me donne un peu plus d'ambition, quoi, pour faire un autre projet. Pour faire un autre projet, ouais, voilà. Et du coup, vous étiez stressé de présenter ce récit? Vous attendiez Ah ouais, surtout très 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 stressé en fait, parce que je l'ai envoyé à des amis écrivains, professionnels, oui, on va dire ça, quoi. À Simonetta Greggio, par exemple, que je connais depuis très longtemps, à Fabrice Gabriel, je l'avais envoyé aussi à Alary. Donc c'était des gens, je me disais, ça peut. Et en fait, les retours ont été extrêmement, vraiment chaleureux et tout ça, quoi. Donc, d'un seul coup, ça m'a rassuré, quoi. Et puis après, il y a eu le retour du public, quoi, qui est pour l'instant, qui est vraiment bien, quoi. Donc ça motive, ouais. Et ça fait un peu, du coup, vu que vous dites que vous étiez dyslexique, un peu une revanche sur ça ou non? J'en étais plus là, mais ouais, enfin ça a été extrêmement peu. Enfin, ça a été d'ailleurs au point où maintenant il y a plein d'écoles de dyslexie ou des enfants qui ont des enfants dyslexiques qui me disent, ah ben dis donc, vous voudriez pas venir pour une voisine, par exemple, qui a un enfant dyslexique à l'accorder, qui est pratiquement, qu'on va sortir pratiquement de la scolarité. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, mais c'est vrai qu'à mon époque, c'était vraiment quelque chose En fait, le seul truc quand tu es dyslexique, il faut écrire plus que les autres, quoi. Il faut se dire, non, mais on s'en fout que je fasse des fautes, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc écrire, et puis c'est écrire, et puis si tu as à écrire, c'est écrit, quoi. On dit que Flaubert faisait des fautes partout, hein, tout le temps. Qu'il y avait un orthographe abominable, quoi. Donc c'est le plus grand styliste français, donc ça va, quoi. Et du coup, en tout cas, c'est un pari réussi. Et je vous propose de lire un des très beaux passages. Alors là, vous demandez à un dyslexique de lire, on n'aurait pas les déçus du voyage. Vous prouvez que oui, on va voir. Il n'y a aucune fatalité. À cet endroit, loin de tout, à plus de 2000 mètres d'altitude, des gens se seraient installés pour vivre, il y a fort longtemps. Ce lieu est protégé des grandes avalanches et des chutes de rochers, mais le sol est misérable et le climat impossible. Quelques bêtes pour subsister, une vie de privation absolue au milieu de cette immensité gelée. Je les imagine comme les Vaudois de Dormillouse, cherchant la liberté à tout prix. De cette microscopique colonie humaine, il ne reste rien que quelques pierres éparses de murs effondrés.
Nous atteignons enfin l'épine dorsale de l'ancien glacier. La moraine s'élève en arête très fine jusqu'au rocher moutonné qui mène à la face nord de l'étrai. La montée aérienne, nous progressons comme sur le tranchant d'un os de sèche dont le soleil marque le relief. À notre droite, une ombre bleutée, à notre gauche, le scintillement de la neige, l'impression de se mouvoir dans une aquarelle de Saint-Mivel. Quelques sifflements agacés accompagnent nos derniers mètres. Une petite harde de chamois nous cède la place en quelques bonds saccadés. Arrivé au sommet, la pente s'adoucit, offrant un bivouac privilégié. On dégage quelques rochers pour installer une terrasse en plein ciel. Dans notre dos, les 600 mètres de la pointe du vallon des étages, devant nous s'ouvre l'intérieur d'une immense coque de bateau, avec la face sud du Rouget en figure de proue, et un panoramique à couper le souffle sur le cirque du Soreiller. Je ne vais pas retourner à Paris, me dit Christine. C'est plus une question de Covid. J'ai bientôt 42 ans, tout s'accélère, comme si l'existence était un sablier. Je veux pouvoir choisir la façon dont mon sable va s'écouler. Après un silence, elle a ajouté « Je veux vivre ici, je veux respirer cet air. On ne va plus redescendre, on va préparer la maison pour le prochain hiver. » Nous avons mis nos fixations de ski en position de descente et nous sommes élancés dans la pente. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après avoir lu Elle froide et Vertige, vous racontez à quel point vous avez été passionné, vous avez aimé la montagne, vous avez été déterminé à la connaître et à l'apprendre, à l'escalader, et qu'après cet accident, ça a été très fort pour vous et vous êtes parti, comme vous l'avez dit en début de cet entretien, vous êtes parti à la ville pendant 30 ans, et dans plusieurs de vos récits, vous racontez après ces 30 ans, comment vous êtes revenu à la montagne, comment vous avez découvert, vous avez aimé. Et je me dis, comment on peut s'éloigner autant de quelque chose qu'on aime tant? C'est la vie. Mais en gros, l'accident, ça m'a quand même... parce que j'étais quand même quelqu'un à l'époque, dans les 70, ça grimpait quand même ce qu'on appelle tradi, c'est-à-dire assez dangereux, quoi. Il n'y avait pas de frein pour ceux qui connaissent et tout ça. Donc le fait de me faire un gros carton, après, je voyais que mes copains ils continuaient à grimper un peu dans le dur, et puis moi j'étais craintif, quoi. Et donc en gros, je voyais bien que mon option guide et tout ça, et un peu compétition, parce que malgré tout, à l'époque, ça se tirait un peu la bourre. Donc je me suis dit, et comme j'avais laissé totalement tomber l'école, enfin l'école, j'étais plus à l'école, d'ailleurs ça m'est arrivé, j'étais en première année de fac, je sais pas quoi d'ailleurs. Et donc, et je dessinais un peu, et puis je me suis mis d'un seul coup à dessiner, et puis ça a marché, j'ai publié là, et puis j'ai commencé à me prendre au jeu, je suis allé à Paris, et puis c'était une époque où c'était très vite, il y avait beaucoup de vitalité dans le milieu de la bande dessinée. J'étais complètement sorti du milieu, les copains ils étaient devenus guides, mais pour moi ça avait plus beaucoup de sens, quoi. Alors j'allais grimper cycliquement, un peu à Fontainebleau, pour me maintenir un peu en forme, et puis de moins en moins. Et la dernière voie que j'ai faite, c'était à Omboritondo, je le raconte dans le livre. Omboritondo, c'est des grandes falaises au Mali. Et là, là, c'était très expo, là, quand même. Parce que... Et puis là, je me suis dit, c'est vraiment pas mon truc, là. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, à 30 mètres en dessus d'un clou, alors que le premier hôpital est à 500 km, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, rien du tout. Et là, là-dessus, j'ai arrêté. Et puis pour faire de la bande dessinée, il fallait que je sois hyper compétitif aussi. Donc, il y avait un côté, je ne pouvais pas faire les deux, quoi. Donc, il fallait faire un choix, et j'ai fait le choix de la BD. Et puis après, je fumais, je picolais un peu, c'était un peu une ambiance, tout ça. Donc, quand j'allais en montagne, au bout de 4 virages, j'y étais plus, quoi. Et donc, j'ai continué dans la BD, quoi. Parce que vous étiez très doué quand même dans l'escalade. Pas trop. Ah ouais. Non, j'étais bon. J'étais bon, mais j'aurais pu être guide sans problème. Mais tous mes copains, il y en a. Doué, ça veut dire quoi? C'est Béraud, doué. C'est Profi, c'est des mecs comme ça. Personne n'était. Je sais pas, du Moulin, ou je sais plus comment il s'appelait, Moulin, ou je sais pas quoi. C'est pas. Je crois que pour être très doué en montagne, il faut être très très fort physiquement. Puis je pense qu'il faut avoir
quelque chose en moins quand même, parce que il y a quand même un sentiment, enfin je veux dire, on va prendre un mec qui est bon en ce moment, c'est Honold, quoi. Faire ce qu'il a fait, ça, pour moi c'est hors catégorie, quoi. C'est 1000 mètres dans du 7B ou je sais pas combien, avec des passages, j'ai un copain qui l'a fait, il m'a dit, mais qui a fait cette voie-là, il m'a dit, il y a quand même 3-4 passages que tu peux pas vraiment... Ouais, et donc c'est très fort, j'étais pas très fort. Hein. Si très fort c'est de ce niveau... Non, j'étais un bon grimpeur, et puis c'est tout, quoi. Bon grimpeur pour être guide, voilà, quoi. Non, bon grimpeur, très bon grimpeur, non. On dirait que c'est comme ça, parce que vous êtes emporté dans l'aile froide, mais non. Non, et puis en plus, je crois que j'avais pas le mojo, enfin le truc vraiment des super grimpeurs qui sont prêts à tout. Moi j'avais un peu les jetons, quoi. Même quand je me disais, putain, j'ai pas envie de mourir en montagne, vraiment pas, quoi. C'était. D'ailleurs, je continue à penser ça. Hein. Je continue je pense pas qu'il y ait une montagne qui mérite qu'on claque dessus, quoi. Vraiment pas, quoi. D'ailleurs. Non, c'est toujours moi quand je vois un gamin, enfin, qui meurt en montagne, ça me fait toujours un truc. Alors on dit ouais, c'est sa passion, ouais, d'accord, sa passion. Mais moi personnellement, moi j'ai des copains qui sont morts à 17-18 ans, si j'ai mort à 19 ans, putain, dis donc, il y a quand même une sacrée partie de ma vie que. Non, donc si c'est pour répondre, non, j'étais pas le. Non. Ça vous dessinez très bien, du coup. Ah ouais, là par contre, je vous dirais pas que je suis un mauvais dessinateur. Non, ça c'est artistiquement, je pense que j'ai plus. Je crois que c'était très bien l'accident que j'ai eu. Voilà, c'est un peu comme les boules de billard, ça m'a remis ça m'a envoyé dans où je devais aller, voilà. Parce que si j'avais pas eu ces accidents, je pense que j'aurais continué et je serais passé complètement à côté de ma vie, quoi. Vous parliez des autochtones que vous aviez rencontrés. Ils ont quitté la montagne en hiver dans quelles années, ces gens-là ? 62. 62. Ah, c'est précis, 62. Ouais. D'accord. Et il y en a une dizaine qui revient en été. En été, ouais. Non, ben, ils sont partis parce qu'il n'y a pas de travail là-haut déjà. Donc les guides, tu fais rien. Ils sont souvent guides, mais tu ne travailles pas pendant 3 mois. Les moniteurs de ski, tu ne travailles pas non plus, parce que là, il n'y a pas de ski vraiment, quoi. En fait, il n'y avait rien à faire. Donc il reste guide, moniteur, mais plus bas ou ailleurs. Il y en a qui. Donc je vous dis, il y a un gars de mon âge qui doit être guide à Courchevel. Un autre qui est vers, je sais plus quoi, là, vers dans le sud, là. Orser-Merlette, et beaucoup aux Deux-Alpes. Hein. C'est quand même la grande majorité sont descendus à Bourdoisan et ils sont aux Deux-Alpes ou l'Alpe d'Huez, quoi. Et ce sont eux qui restent d'un abord très difficile. Ah non, ils sont. J'ai pas dit. J'ai dit simplement que je suis un étranger et quand dans un groupe comme ça familial et parce que c'était une famille les maisons, c'est eux qui les ont construites, les ont revendues. Donc il y a une relation. Puis en plus, on parle de moi, le fait que j'écrive des bouquins et tout ça, ça peut irriter, quoi. Ce que je sais, ce qui a un peu irrité, c'est le fait que je passe l'hiver aussi. Oui. Parce que bon, c'est d'un seul coup, tu t'accapares un peu le territoire. Quand tu es en hiver, tu es tout seul, quoi. Et non, ils sont partis parce que tu pouvais pas travailler, quoi. Il y avait rien à faire. Et tout le monde peut pas être écrivain. Hein. Exactement. Tout le monde peut être écrivain et retraité, t'as pas envie parce que c'est quand même dur. On a 30 minutes de soleil par jour, donc il y a des moments c'est très froid, quoi. Donc quand tu es retraité, tu as envie aussi un peu de... Puis je crois que ça a été dur aussi pour eux avant. C'est-à-dire que maintenant, on a des doubles vitrages, on a des choses... C'est chaud, quoi. Tandis que dans leur tête, leur jeunesse, c'était difficile. J'imagine que les maisons étaient petites, avec des petites ouvertures. Alors des moments, c'est ce que je dis dans mon livre, il y a des moments de splendeur absolue, quoi. Quand tu te lèves le matin et qu'il est tombé de la neige, qu'il y a un temps que tu vois la face nord des écrins, là, t'es le roi du monde. Et puis des fois, pendant 4-5 jours... Ils étaient, peut-être plus, ils étaient coincés dans ces petites maisons.
Au tout début, vous avez dit que ça reste un mystère pour vous que des humains aient pu s'établir là. Il doit y avoir quelques explications quand même, non? Écoutez, moi, je sais pas. Je pense que c'était j'en sais rien et personne ne le sait. Je pense que c'est des bergers au départ qui s'y sont mis et puis ils se sont installés et puis ils ont dû commencer à construire et puis. Moi, je viens du Platoir des Choix, quoi. Donc c'est aussi un endroit qui est dur, mais c'est quand même moins dur qu'ici, quoi. C'est quand même un lieu c'est très dur. D'ailleurs, j'en parlais avec un gars du coin et on lui qui est originaire de là et on lui demandait c'est quoi les trucs culinaires, les recettes. Mais il dit mais il n'y a pas de recettes ici. On mange des patates et c'est tout, quoi. Donc il n'y avait pas de recettes. C'était des patates, du chou. J'imagine qu'il n'y avait pas de fromage, donc ou très peu. Enfin, c'était quand même des gens qui sont. C'est un truc qui est très. C'est étonnant qu'ils aient tenu jusqu'en 62, quand même. Alors, ça a été des très grands guides. C'est-à-dire qu'ils sont quand même passés de départ de paysans bergers, j'imagine, chasseurs de chamois. Parce que la chasse au chamois, là-bas, elle était vitale, en fait, pour la viande. Même la marmotte, d'ailleurs, on me disait qu'ils mettaient les marmottes dans des tonneaux, en fait. Et qu'ils sortaient les marmottes pour les manger, quoi. Donc, c'est pour vous dire, c'est quand même dur, quoi. Et puis, quand les Anglais sont arrivés et puis on commençait à chercher des guides, des porteurs, parce qu'au départ, il y avait des guides, j'imagine, des guides chamoniards ou des guides suisses qui venaient, puis les gens du dire, nous, on est aussi capables de faire ça. Et donc, il y a eu une industrie qui est venue. Donc, et alors j'apprends parce que mon voisin qui fait des pommes de terre juste à côté, et après je me suis aperçu que son père, c'était un guide qui avait ouvert l'arrêt ouest des Fétoules, par exemple, qui sont des belles voies quand même. Donc c'est des super grimpeurs parce que dans les années, ça devait être dans les années 50, ça veut dire qu'ils étaient dans ce rapport-là, quoi. Et d'ailleurs, il continue à avoir quelques guides, pas trop. Il y a Gérard Turc qui guide encore. Mais il y en a un qui voulait être guide, je ne sais plus comment il s'appelle, et sa mère lui a dit une belle expression. Elle lui a dit il y a 100 courses qui sont pour toi, il y en a une qui sera pour la montagne. Donc ils n'ont pas fait ce métier, quoi. Et, enfin, il y a des gens qui se sont dit, pareil pour des gens de la Grave, il y avait un type qui est un grimpeur, ou je sais pas, qui disait, non, il n'y a plus beaucoup de grimpeurs, il n'y a plus beaucoup de guides à la Grave d'origine. Il lui a dit, c'est qu'à regarder au cimetière, le nombre de mecs qui sont restés, quoi. Et donc ça calme aussi, hein. C'est un peu comme pour prendre l'expression, c'est comme les Sherpas qui rêvent tous, sauf que leur fils devienne un gars qui monte des gars à l'Everest, hein. S'ils peuvent être dentistes ou ils préfèrent, hein. Et parce que la montagne, c'est quand même un truc au départ, c'est un jeu d'aristocrates, quoi. Quand t'es paysan de montagne, t'as autre chose à foutre que monter en haut d'une montagne pour rien. T'en as fait une, tu les as toutes faites, quoi, en gros, quoi. Et donc ces gens-là, je pense qu'ils sont très pragmatiques. Quand ils ont vu qu'il y avait du boulot pour ci, pour ça, ils l'ont fait. Et voilà. Et puis, je les admire beaucoup. Je trouve que c'est quand même... ce qu'on fait, nous, c'est rien par rapport à vivre là-haut, sans électricité, sans téléphone, en étant vraiment en autarcie sur la nourriture. Mais un truc amusant, parce que la première année, on avait acheté plein de trucs pour manger, et après, on a fait pousser. Donc, on s'est aperçu avec Christine, ce qu'on aimait manger, c'était... en fait, c'est bizarrement, mais t'aimes manger du chou, t'aimes manger des poireaux, t'aimes manger la soupe, t'aimes manger... En fait, t'aimes manger des trucs qui poussent à cet endroit-là, comme s'il y avait une corrélation entre le sol et ce que t'as besoin, quoi. Et la planification des vivres pour 3 mois, c'était bon, oui. Vous n'êtes pas raté? Ouais, alors, si, cette année, on s'est raté parce que plus on reste, plus on mange des pommes de terre. Donc, cette année, on devait avoir 100 kilos, 120 kilos de pommes de terre. Et à la fin, on s'est dit, putain, on n'en a plus, quoi. On mangeait plus de pâtes, on mangeait plus de riz. On avait tendance à manger que des trucs qui poussent là-haut, quoi. Donc, ça, tu réapprends. Par contre, il y a un truc que j'ai réappris, alors, c'est l'instinct animal, quoi. Parce qu'à force d'être là, de marcher comme ça, alors sans faire de la grimpe, parce que la grimpe, il y a un côté mécanique un peu. Presque sportif quand même, quoi. Tandis que quand tu es vraiment dans le milieu, tu es plus proche de l'animal. Et je prends un exemple.
Il y a beaucoup de grosses chutes de pierre comme ici, mais là-bas c'est visible, on les voit, elles descendent comme ça. Et il y avait sur le rive gauche, il y a un moment, il y avait une énorme tombée de rochers qui allait jusqu'au Vénéon, mais des blocs énormes. Tout blanc, quoi. Sorti d'usine, propre. Tu sens que c'était pas vieux et ça devait être il y a 2-3 ans. Chaque fois que je passais là au milieu, j'avais une peur, mais vraiment une peur. Je me disais, putain, il faut pas rester là, quoi. Et alors qu'il y en a des blocs, il y en a de partout, quoi. Et ben, c'était il y a 3 ans, putain, c'est retombé au même endroit, et pire, ça a fait une double... Et donc je me demande si on n'a pas un truc qu'on a en soi, quoi. Et là, parce que c'était pas normal. Et pareil pour la grosse avalanche, la grosse avalanche, je le raconte dans l'histoire, il y avait une belle tombée, c'était arrivé dans le Vénéon, quand même. Donc une belle avalanche qui était tombée de la face sud du Rouget, putain, et j'étais avec Christine, et pareil, je lui dis, putain, il faut pas rester là, ça me fout les jetons. Je regardais, mais vraiment une peur, panique, quoi. Et panique, c'est la première fois que j'ai eu une peur panique comme ça, quoi. On rentre, elle me comprend pas trop, et c'était 2-3 jours après, quoi. Putain, ça s'est vidangé, là. Mais vidangé, c'est-à-dire que elle faisait 200 mètres de large sur 20 mètres de haut, quoi. Et dans le Vénéon. Et quand le gars comment il s'appelle, Jean, c'est quoi, c'est turc, mon voisin, comment il s'appelle, Jean-Paul qui est né là et tout, quand il est venu, parce qu'il avait entendu parler de l'avalanche, il est monté, c'est la première fois qu'il m'a sorti du Jean-Marc. Une seule fois, terminé, une seule fois. Il a fait, putain, Jean-Marc, si elle tourne, il n'y a plus de village, quoi. Ils avaient jamais vu ça. C'est le même jour, je sais pas, il y a eu la grosse descente de la Grave, je sais pas si vous avez entendu parler. Il y a tout le tabuchet qui est descendu là, de la Grave, c'est arrivé carrément en bas, pareil. Et c'était une avalanche, mais énorme. Et celle-ci, je l'ai sentie, mais... ça, je peux dire sans mentir, je l'ai senti, mais vraiment, quoi, comme si c'était inscrit, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on réapprend dans le lieu, quoi. Ah ouais, c'était impressionnant, quoi. Ils ont, pour l'ouvrir, ils ont fait sur deux strates, en fait. Après, avec les engins, il a fallu qu'ils ouvrent, ils ont fait un truc en haut, et un deuxième en bas, tellement elle était haute, quoi. Bah, merci beaucoup. Et puis maintenant, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez faire dédicacer le livre. Merci beaucoup.